Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne, nouveau numéro de votre magazine NCI 360, au cœur de l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la situation de Pulchérik Balé, interpellé lundi et accusé d'entente avec les agents d'une puissance étrangère en marge de la crise ivoiro-malienne, au sujet, vous le savez, des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et justement, les informations fraîches concernant nos 49 soldats sont rassurantes. Informations livrées par le chef d'état-major général des armées jeudi lors d'une rencontre avec les familles des concernés. Lassina Doumbia a évoqué une libération imminente et c'est dans ce contexte justement que la Côte d'Ivoire a décidé de maintenir son engagement au Mali. 902 policiers et militaires ivoiriens sont déployés au sein de la mission des Nations Unies au Mali et ce malgré le contexte tendu qui prévaut. Les 425 derniers d'entre eux ont été déployés à Tombouctou cette semaine. Que vous inspire cette actualité? Avec moi en plateau pour en parler ce soir, Éric Aimé Sémien, il est le président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Il nous rejoint en duplex de Yamoussoukro. Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat au barreau d'Abidjan. Docteur Arthur Banga, historien, analyste politique. Augustin Couillot, journaliste et rédacteur en chef de Notre Voix. Sylvain Debailly, journaliste à connexioниvoirienne.net. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Enfin, Dr Boga Sako-Gervais, enseignant-chercheur, président de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en duplex depuis l'Italie. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Éric Aimé Sémien, bonsoir. Vous nous recevez, Éric Sémien? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Docteur Boga Sako-Gervais, bonsoir. Oui, bonsoir cher ami, M. Diarra-Souba. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, vous le savez, une information judiciaire pour entente avec les agents d'une puissance étrangère a été ouverte contre Pulchérik Balé. Annonce faite vendredi par le procureur d'Abidjan, Ado Richard. Pulchérik Balé, faut-il le rappeler, président de l'Organisation alternative citoyenne ivoirienne, ACI, qui avait déjà été interpellé et retenu le 3 août dernier à son retour du Mali, a de nouveau été arrêté et écroué lundi à Abidjan. Suivons ensemble les précisions de Pierre Dipomelin, on en parle juste après. Procureur de la République a dans un communiqué situé le contexte de l'arrestation de Pulchérik Edith Balé, membre de l'organisation de la société civile, arrêté lundi dernier et écroué à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan avant de donner des détails sur ce qui lui est reproché. Le même communiqué indique l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la prévenue. Dame Pulchérik Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandats et elle étaient à même de faire libérer ces 49 soldats. Les faits susmentionnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal, sous les chefs d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Des manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Et de diffusion de nouvelles fausses, de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Dame Pulchérik Balé a en conséquence été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est le lieu pour le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres que les libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques, doivent s'exercer dans le strict respect des lois. En août 2020, Pulchérik Edith Balé était poursuivi pour atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. Elle avait ensuite bénéficié en avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Monsieur, première réaction, dimanche dernier, on en parlait dans cette émission, c'était loin d'imaginer qu'il y aurait ces développements les jours qui allaient suivre. Augustin Couillot? Moi, je suis toujours gêné quand un État fait arrêter des personnalités de la société civile. Je pense que ça ne donne pas une bonne image du pays. Je pense que Edith Pulchérik Balé, on aurait pu gérer cette affaire autrement que l'arrestation. Ça fait depuis 2020
disons, plusieurs arrestations dont elle est l'objet. Et ça ressemble carrément à un acharnement. Moi, je pense que les gens s'expriment et l'État a les moyens de protéger. L'État a les moyens de nous protéger. Et je ne pense pas que ce soit cette personnalité qui puisse mettre l'État de Côte d'Ivoire en difficulté. Donc, vous entendez l'argumentaire du procureur d'Abidjan, Ado Richard. Vous comprenez ou pas du tout? Je ne comprends pas, parce que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de s'acharner sur enfin, la justice ivoirienne n'a pas à chaque fois qu'un leader d'opinion s'exprime, le mettre au cachot. Parce que ça signifie que personne ne peut plus parler, ou toute personne qui veut parler est menacée. Donc, je pense que ce n'est pas acceptable qu'on puisse arrêter à tout moment les gens. Maintenant, je me dis qu'elle a fait des choses que des gens, on aurait pu régler autrement que la prison. La prison, la MACA est déjà surchargée, on ne va pas continuer à envoyer les gens là-bas. Très bien. Alafé Wakili? On peut, oui, sur le principe, déplorer ces développements et ces rebondissements, mais au-delà des condamnations d'ordre général, il faut certainement écouter les propos qui font l'objet d'une interpellation. On a vu une vidéo circuler, et puis par la suite, je ne sais pas si c'est exact, on a eu l'impression que les déclarations qui ont été faites ont été supprimées sur ces pages, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des enregistrements déjà faits préalablement qui continuent de circuler, dans lesquels un certain nombre de propos ont été tenus, et il convient certainement de se prononcer sur ces propos-là, au-delà peut-être des condamnations d'ordre général et des condamnations de principe qui sont naturellement fondées. Le principe, ce n'est pas l'interpellation, ce n'est pas l'emprisonnement, mais au-delà des principes, au-delà des libertés, il y a un certain nombre d'exigences, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles il faut pouvoir satisfaire. Et tel est l'enjeu, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. C'est cela. Arthur? En fait, je suis un peu ballotté, hein, honnêtement, entre Vous avez un sentiment mitigé? Totalement mitigé, entre ce principe, comme l'a dit Augustin Couillot, de voir une leader de la société civile, et même si pour certains c'est une leader politique, il n'y a pas de souci, même de voir un leader politique en prison. C'est toujours quelque chose qui n'est pas agréable à voir, qui pèse négativement, malheureusement, dans l'image même de notre pays. Parce que dans les classements qu'on fera, par exemple, des indices démocratiques, etc., on vous dira, elle a été arrêtée. Après, il y a quand même aussi, on ne peut pas ne pas entendre l'argument du procureur. Moi, je l'ai relu, parce que c'est une affaire que je ne suivais pas vraiment, mais j'ai relu. Il y a quand même des choses, quand vous dites que un État agit, elle a dit quoi? Pour des intérêts inavoués, un État autorise des manifestations pour qu'on s'en prenne aux Maliens, c'est des choses quand même graves. Ouais, c'est des choses quand même graves sur lesquelles on doit revenir, sur lesquelles on doit s'entendre. Je ne parle même pas de la partie de l'enquête, parce qu'il y a des parties qu'on peut avoir par l'enquête, c'est-à-dire ce qu'elle a dit aux familles des 49 victimes, ça, on peut encore aller. Mais il y a des choses claires qui sont publiques et connues de tous. Donc, face à cela, néanmoins, je pense que, pour parler comme Couillou, on peut demander la clémence du procureur. Moi, c'est vraiment une attitude de clémence, parce que quand vous prenez la parole publique, on l'apprend tous, on peut être arrivé un jour à dire des choses sans tenir compte de la gravité de ces choses-là, on peut le mettre sous ce coup, mais il y a quelque chose de grave qui est dit, il y a des insinuations qui sont très graves à l'encontre d'un État. Cela dit, comme je le dis, faut qu'on essaie de trouver des solutions alternatives, surtout, pas qu'ils sont au-dessus de la loi, mais surtout quand il s'agit des leaders politiques et des leaders de la société civile. Sylvain? Oui, Picherik Balé, je dirais que c'est d'abord une justiciable, comme moi, comme vous. Mais ici, elle est leader de la société civile, même si dans les propos du procureur, on a entendu dire se disant membre de la société civile. Ça veut dire pour vous que ça
sa qualité de membre de la société civile est remise en cause. Oui, c'est ce que j'avais Parce pensé. que même dans l'opinion, les avis sont partagés. C'est ce que j'avais pensé moi, mais je me suis interrogé et puis j'ai interrogé aussi des amis qui maîtrisent un peu le langage juridique. On m'a dit que c'est une formule juridique qu'on emploie souvent, se disant membre de la société civile, et que ce n'est pas forcément méprisant. J'ai dit OK, mais... Ou à charge. Voilà. Et j'ai dit que oui, que ce problème Pulchéry Balé, finalement, c'est la justice de son pays qui est en train de la mettre en lumière. Sinon, qui était-elle pour la présenter un peu comme le disait Maître Claver-Ndri? C'est finalement cette façon de s'acharner sur sa personne qui la met finalement en lumière. Une dame qui mène son combat, des fois sur les réseaux sociaux, bien d'autres fois à travers des conférences de presse. Elle a même, à un moment donné, appelé, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, à une journée ville morte. Le lendemain, on a pu lire sur les journaux proches du pouvoir que son message même n'a même pas été entendu. Donc c'est une femme qui pouvait être dans l'anonymat. Et l'État n'avait pas besoin, l'État de Côte d'Ivoire, à mon sens, avait vraiment du boulot. L'État devait se concentrer sur un sujet qui était, à mon sens, un sujet principal, et qui était la libération de nos soldats qui sont détenus au Mali. Le problème Pulchéry Balé, il faut le régler après. Voilà. Je crois qu'on aura des développements à faire, mais vraiment, c'est ça mon sentiment d'entrée. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez cité Maître Ndri Claver. Juste signaler au passage qu'on a souhaité l'avoir dans cette émission. Malheureusement, pour son agenda incompatible, il n'a pas pu venir. On a également essayé d'avoir Maître Éric Saki, autre avocat de Pulchéry Balé, qui finalement a décliné notre invitation à la dernière minute. C'était bon de le rappeler. On a l'avantage d'avoir des hommes du droit sur ce plateau et en duplex. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux en duplex. Docteur Bogassako, vous, comment vous réagissez déjà depuis l'Italie? Oui, merci. Merci de me donner la parole. Je commencerai d'abord par revenir sur un certain nombre de propos que j'entends sur le plateau. Dites-nous. Le procureur a dit une soi-disant actrice de la société civile. Je vois que cela est repris par... ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un analyste d'octroyer le titre de société civile à qui que ce soit. Nous sommes organisés parce qu'on est dans un état de droit. Nous créons des organisations, il y a des textes, et nous déposons ces textes-là à la préfecture. Et donc, la plupart de nos structures sont légalement constituées. La FIDOP, par exemple, est créée en tant que structure de défense des droits de l'homme. C'est écrit noir sur blanc dans les objets. D'accord, on a bien compris cette précision. Est-ce qu'on peut aller un peu plus précisément sur la question, sur le sujet que je vais faire. Maintenant, deuxièmement, quand je finis de faire cette précision-là, je veux dire, cher ami monsieur Ali, sachez que la Côte d'Ivoire a évolué. La Côte d'Ivoire a évolué. D'abord, en mars 1999, l'ONU a voté une résolution qui prend en compte la protection des défenseurs des droits de l'homme. L'ONU l'a fait le 8 mars 1999, vous pouvez vérifier. Et la Côte d'Ivoire a suivi. Moi, quand je suis rentré au pays, c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai trouvé avec le pouvoir de M. Ouattara. Le Parlement ivoirien a voté une loi, la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. L'article 5 dit, et je cite, « Les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions émises et des rapports publiés dans l'exercice de leurs activités. » Cher ami Ali Garasouba, c'est la même chose que pour les journalistes. On s'est battu pour que les journalistes n'aillent pas en prison. On appelait ça la dépénalisation des délits de presse. Donc, dans l'exercice de nos fonctions, on ne peut pas arrêter tout de suite un militant des droits de l'homme ou bien de la société civile pour le jeter en prison. C'est vrai qu'il y a un autre alinéa qui dit « sauf après information du ministre des droits de l'homme ». Donc, je suppose que si là, le procureur agit, c'est que le ministre des droits de l'homme lui-même s'est saisi, il a estimé que peut-être Pulchéry Balé est allé trop loin. Et donc, je tenais vraiment à faire cette précision-là, qu'on ne peut pas adopter une telle loi signée par le président de la République aujourd'hui, et puis on prend comme ça une dame, on la jette en prison.
Ça, vraiment, c'est le principe que je rappelle. Maintenant, après, sur le fond, on peut faire des analyses parce qu'après tout, nous sommes des patriotes. Quel est votre point de vue sur... Quel est votre point de vue sur le fond, très rapidement, dites-nous? Mais non, mais sur le fond, écoutez, j'aimerais commencer à le dire. Avant même d'être militant des droits de l'homme, je suis un patriote. Et même ce que je dis encore, c'est inscrit dans la même loi de 2014, comme c'est inscrit à l'article 29 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun citoyen n'a le droit de compromettre la sécurité de son pays. Mais ça ne mérite pas qu'on te prenne pour te jeter en prison. Surtout que tu es société civile, surtout que tu es leader d'opinion. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Moi, c'est ce qui me gêne. Et je termine par là. Terminez, dites-nous. On a produit une déclaration. Mais dès que j'ai atterri en Europe, on m'a appelé pour dire « Docteur Boga, est-ce que c'est vous qui avez signé la déclaration pour demander la libération de Pulchéri Balé? Ou est-ce que vous savez que vous êtes sous contrôle judiciaire ?» Mais le contrôle judiciaire, là, c'est pour des faits de 2020. Ça ne nous interdit pas de nous exprimer sur ce qui se passe dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Et s'il y a bien sûr une organisation qui a tiré la sonnette d'alarme sur cette affaire dite de Pulchéri Balé, c'est bien sûr l'OIDH. Et on a l'avantage d'avoir son premier responsable avec nous en duplex depuis Yamoussoukro. Eric Sémian, vous avez produit une déclaration pour dénoncer cette arrestation. Merci, M. Darasouba. De notre point de vue, il ne faut pas personnaliser la question sur la modeste personne de Mme Pulchéri Balé. Il n'est pas non plus question pour nous de la défendre à titre personnel. Ce que nous regardons juste qu'il y a une activiste des droits de l'homme qui se retrouve emprisonnée. Et au risque de répéter tout ce que le Dr Boga vient de dire, la Côte d'Ivoire a connu des évolutions législatives qui ont conduit à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Ainsi, de même que certaines professions, certains secteurs d'activité sont protégés, l'activité de défense des droits de l'homme en elle-même en Côte d'Ivoire est protégée. Du coup, nous estimons qu'au regard de la loi, les articles 5 et 6 de cette loi, de notre point de vue, n'ont pas été respectés. Il faut aussi signaler que son domicile a été perquisitionné, alors que cette loi n'est pas soumise à la perquisition des défenseurs des droits de l'homme à des conditions. Son domicile perquisitionné en son absence et en l'absence de personnes mandatées par elle. En allant plus loin, la société civile, je veux dire, ce n'est pas une activité qui sort du néant. Je vous invite à regarder la Constitution ivoirienne. L'article 26 dit clairement ceci. La société civile est une composante de l'expression de la démocratie. L'alinéa 1 de l'article 26 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression de la démocratie? L'expression de la démocratie signifie, à tout le moins, que la voix de chacun compte et qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, lorsqu'un activiste des droits de l'homme s'exprime, donne son point de vue sur une question d'intérêt général qui, je suis désolé, ne relève pas du domaine, ne relève plus du domaine privé, que 49 soldats ivoiriens soient détenus, arrêtés au Mali, c'est une question sur laquelle le Mali et les Nations Unies ont suffisamment communiqué et qui interpelle l'opinion publique ivoirienne. Donc, à défaut d'avoir une communication à proprement parler de la part des autorités, tout Ivoirien soucieux, n'est-ce pas, de l'état de droit et de la démocratie devrait pouvoir s'intéresser à cette question. Donc, je m'en vais encore m'interroger sur ce qu'on reproche concrètement à notre collègue activiste. Et dès lors qu'un défenseur des droits de l'homme est arrêté, nous sommes interpellés, et c'est à ce titre que nous avons produit une déclaration pour demander purement et simplement que ces poursuites s'arrêtent. Quand vous dites, vous demandez ce qu'on lui reproche, vous n'avez pas lu les chefs d'accusation évoqués par le procureur d'Abidjan? Nous avons lu le document rendu public par les autorités de poursuite, mais nous mettons tout ceci en lien avec, je veux dire, la liberté d'expression de Mme Pulchéri Balé, au-delà d'elle, la liberté d'expression de tout activiste et de tout défenseur des droits de l'homme. Elle s'est saisie d'un sujet qui, pour elle, est un sujet d'intérêt capital, comme elle a fait sur plusieurs autres questions, la cherté de la vie, etc., etc. Mais sur cette question, elle donne un point de vue. En fait, la liberté d'expression, de notre point de vue, ne signifie pas qu'il faut aller dans le sens souhaité par les autorités. La liberté d'expression signifie que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Alors, la question que je me pose est de savoir, est-ce que si Mme Pulchéri Balé avait tenu des propos qui vont dans le sens de ce que le gouvernement souhaite, est-ce qu'elle aurait été poursuivie? On vous a bien compris. Oui, allez-y, terminez. Voilà. Du coup, pour nous, il faut faire attention.
Ce n'est pas toujours une bonne publicité pour l'État, surtout un État comme la Côte d'Ivoire, qui du reste est membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, d'avoir des défenseurs des droits de l'homme en prison. Cette arrestation, pour nous, est inutile et la Côte d'Ivoire aurait pu s'en passer. Et en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous faisons ce qui est de notre devoir, n'est-ce pas, pour faire en sorte que ce genre de situation n'arrive pas concernant les activistes des droits de l'homme. D'accord, on vous a bien compris. Maître Abdoulaye Ben Meïté, réaction? Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Je vous en prie. Sauf que je suis un peu gêné. Gêné pourquoi? Je voudrais d'abord rappeler qu'en ma qualité d'avocat, je l'ai même abstenu effectivement de donner des propos, un commentaire sur ce procès, sur cette affaire qui est en cours. Mais je voudrais tirer avantage de ma qualité de député, mais aussi du président du réseau des parlementaires pour la promotion de la protection des droits de l'homme. Dans cette qualité, je pense que je me permets effectivement, c'est un commentaire. Alors, je voudrais d'abord rebondir pour dire qu'il ne faudrait pas travestir les faits. Il faut se garder de travestir les faits. Qui a travesti les faits? Les deux intervenants de tout à l'heure, surtout le dernier intervenant. Vous faites allusion à Éric Aimé Sémian. Éric Sémian. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse croire que c'est sur le fondement de simples propos que Mme Pucheri Balé a été interpellée. Il faut se garder. Les chefs les chefs de poursuite sont connus. J'entends entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public et diffusion de nouvelles fausses. Ce ne sont pas des propos. Il s'agit d'une enquête policière laquelle enquête effectivement a donné certainement lieu à des éléments d'appréciation qui, au regard de ces éléments, le procureur a estimé qu'il fallait effectivement initier des poursuites. Je suis loin du dossier. Je ne connais pas le contenu du dossier, d'autant plus effectivement que les autres activistes des droits de l'homme qui sont intervenus tout à l'heure. Pour moi, il est question d'apprécier à la forme et non au fond quand on est loin d'un dossier. Ces activistes, les confrères, n'est-ce pas, de l'inculpé gagneraient à créer les conditions pour lui assurer effectivement une assistance juridique ou judiciaire, pourquoi pas. Mais pour l'heure, lorsque vous êtes en présence de faits dénoncés par le procureur de la République, qui a décidé effectivement de tirer avantage des pouvoirs que la loi lui reconnaît, initier des poursuites, il faut se garder de commentaires. Il faut créer les conditions. Et puis j'ai entendu dire sur ce plateau, effectivement, que, du moins tout à l'heure à leur intervention, qu'il ne faut pas poursuivre des activistes des droits de l'homme. C'est des citoyens. Et je voudrais effectivement rappeler à M. Augustin Couillot, qu'il s'agit des citoyens ivoiriens qui sont protégés par une loi, la loi de 2020, qui protège les activistes des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme. Mais en même temps, cette loi oblige ces activistes à se conformer à la loi, à exercer leur mission dans la défense des lois, des textes, effectivement, que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Mais on ne peut pas, parce qu'on a au prétexte, effectivement, qu'on est avocat, on peut se permettre tout et n'importe quoi. De même, quand on est activiste des droits de l'homme, pas non plus se permettre tout et n'importe quoi. Il y a une question d'éthique et de déontologie. Et je pense qu'elle allait, selon ce qui est revenu, selon ce qui a été dit par le procureur de la République, il me semble qu'elle allait un peu trop loin. Mais moi, j'attends la suite, effectivement, de l'enquête qui est en cours. Elle n'est pas encore jugée, n'a pas été condamnée. Elle fait l'objet d'une enquête d'instruction. Et au terme de cette enquête, on avisera. Très bien. Arthur Banga? Moi, je vais revenir sur le propos général. On est tous d'accord, parce que quand j'ai entendu les deux représentants des droits de l'homme et de la société civile, on a l'impression que dans la société civile, ou être activiste des droits de l'homme, c'est un blanc-seing, on peut tout faire. Soyons sérieux. On est quand même dans un cadre. On est tous choqués, on a dit tous ici à l'unanimité, même l'honorable militaire, on a tous dit que ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Mais comme on dit chez nous, quand tu parles à la souris, il faut parler au chat. C'est clair. On ne peut pas en même temps se taire face à des propos. Ce n'est pas parce que vous êtes activiste des droits de l'homme, vous devez dire des propos disant par exemple qu'un État encourage, autorise des manifestations qui visent à s'en prendre à des Maliens. Vous dites qu'un État a un dessein inavoué en encourageant certaines choses. Vous partez contacter des familles et vous leur dites que ce que l'État est en train de faire dans cette situation n'est pas quelque chose de normal, mais quand même c'est grave. Soyons sérieux quand même. On est face à quelque chose de très grave à mon avis, encore plus dans un contexte tendu. Voilà. Et par rapport à tout ça, l'idée, c'est pour moi, c'est justement ce que je dis, de trouver l'équilibre entre quand même la gravité de ces propos et l'image
et notre posture de démocrate. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux. Mais ce n'est pas parce qu'on est activiste des droits de l'homme qu'on peut tout se permettre, parce que là, on est vraiment en train de donner un blanc-seing. Ce n'est pas le cas. C'est quand même, pour moi, à mon niveau, ces propos publics sont quand même des propos, dans ce contexte-là, qui sont quand même graves dans cette situation. D'accord. Voilà. Augustin? Elle a quand même le droit de dire que l'État ne fait pas bien les choses. Mais c'est pas ça le problème. Mais si, ça fait partie. Dire que... Bon, vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. Arthur, on laisse terminer. Augustin, après, vous aurez la parole. Les parents des militaires pour leur dire que ce que l'État, la façon dont l'État essaie de régler, c'est pas bon. Elle a le droit. Ça aussi, ça fait partie de son droit. Mais je vais dire que personne ne dit qu'il faut poursuivre. Mais la réalité, c'est que quand tu poursuis des défenseurs des droits de l'homme, des leaders de la société civile, ton image se dégrade au plan international. Moi, Augustin Couillot, je vous ramène la question que posait tout à l'heure Maître Meïté et Arthur Banga. Est-ce que, parce qu'on est activiste ou militant des droits de l'homme, on a le droit de tout dire, de tout faire, de ne pas avoir de limite, par exemple? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? C'est votre propos? Non, je ne le dis pas. On peut avoir des limites. Mais je dis... avoir des limites. Je dis que l'État de Côte d'Ivoire ne se rend pas service. On l'a bien compris. C'est ça. Tu me rends service à l'État. Oui, mais parce que je suis membre de l'État. Je suis un Ivoirien. Absolument, à part entière. Je suis un Ivoirien. Et quand j'observe, je me dis que l'État peut assumer, mais je veux dire que après, quand le classement tombe, c'est la Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme ne sont pas respectés, que les gens ne peuvent plus s'exprimer. D'accord. Donc je dis, l'État ne se rend pas service. Arthur, vous avez été interpellé en 30 secondes, rapidement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Nous tous, on se plaint. Nous tous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais entre ne pas être d'accord, dire aux gens que ce que l'État fait, la façon de faire de l'État dans cette situation n'est pas bien, et dire que l'État a des intérêts inavoués qui le poussent à agir ainsi, il y a quand même un gap qu'on est en train de sauter. Et c'est un gap très grave, à mon avis. On peut répondre à ça sans aller en prison. Je suis bien d'accord. L'État peut répondre. L'État des avocats... Messieurs, vous n'allez pas parler ensemble. Je suis bien d'accord qu'on peut trouver d'autres alternatives. Nous disons, mais il faut insister sur le fait que dire qu'un État se comporte comme ça parce qu'il y a des intérêts inavoués, pour moi, c'est quelque chose de difficilement grave. Donc, il faut en même temps remettre les activistes, les gens de la société civile et tous ceux qui prennent la parole publique, comme nous-mêmes, face à nos responsabilités. De nous dire de peser nos langages, parce que justement, quand tu es activiste, tu es leader, ce que tu dis a justement plus d'écho. Donc tu dois peser plus que les autres. Ce que tu dis, ça aussi, c'est quelque chose d'important. On vous a bien compris. Maître Meïté, rapidement, réaction avant de passer à nos... Je risque de me répéter. J'ai le sentiment, effectivement, que c'est seulement des propos qui sont poursuivis. Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Les faits pour lesquels le procureur de la République a fait ouvrir des formations devant le cabinet d'instruction sont clairs. On vous dit entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d'Ivoire. C'est des faits positifs. On vous dit manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Mais c'est des faits. Je pense que l'enquête, le but de l'enquête, c'est d'établir la réalité ou d'infirmer ces faits qui sont dénoncés. On ne peut pas dire parce qu'elle a dit ça, elle a donné un avis, il ne s'agit pas d'avis. Je pense que, de la même manière, les partis politiques, certains partis politiques, les leaders d'opinion ont donné des avis. Ils ne sont pas en prison. L'enquête, savoir effectivement que ces gens d'enquête demandent effectivement une certaine technicité. Nous sommes loin des dossiers qu'on arrête effectivement d'aller dans tous les sens lorsqu'on n'a pas la réalité des faits. Il faut se garder, il faut parler avec prudence. D'accord. Alors, docteur Bogassako, vous êtes directement interpellé. Est-ce que parce qu'on est militant, activiste de la société civile, on a le droit de tout dire? Ou de tout faire. Ou de tout faire. Oui, non, mais je vous répondrai directement. Dites-nous. Toute activité, tout métier a ses règles, a une déontologie. Si vous dites que vous êtes un acteur de la société civile, vous devez connaître, par exemple, nous sommes des militants des droits de l'homme. Donc, tu dois d'abord savoir ce que c'est. Et puis, en tant que leader d'une structure des droits de l'homme, tu dois savoir où sont tes limites, mais en même temps, il faut connaître tes droits. Tout ce que nous disons là, vous pensez qu'on dit différentes choses, mais la vérité, on n'a pas dit que, parce qu'on est acteur de la société civile, militant des droits de l'homme, on décide de loi. Ce n'est pas possible, on est dans un état de droit. Et tout ce que nous faisons est régi par la loi. Mais dès l'instant où un corps spécifique est protégé par la loi, lorsqu'un corps est protégé par la loi, même quand
une personne appartenant à ce corps-là est concernée par une poursuite, il y a des dispositions particulières qu'on prend. On ne poursuit pas un ministre de la République ou un président de la République en exercice ou bien passé comme on poursuivrait un citoyen ordinaire. Il y a des dispositions particulières qu'on prend. Est-ce que, par exemple, on avait besoin de faire une mise en scène pour l'envoyer chez le DGPN, le directeur général de la police nationale, pour pouvoir la faire arrêter? Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on a besoin de perquisitionner son domicile? Voici ce que nous disons. Nous, nul n'est au-dessus de la loi. Mais il y a des principes. Deuxièmement, je voulais dire à Maître Meïté, Pulchéry Balé a des avocats. Par exemple, la FIDOP, ma structure, depuis qu'elle était en prison la fois dernière, a désigné un avocat qui se trouve être ma vice-présidente, Maître Roselyne Akasseripa, qui est la vice-présidente de la FIDOP chargée des questions juridiques et judiciaires. Elle est l'avocate de Pulchéry Balé. Et donc, elle fait partie avec les autres que vous connaissez. C'est un panel d'avocats qui défendent Pulchéry. Donc, on a déjà pris des dispositions il y a longtemps. Et ces avocats se réuniront, évidemment, pour trouver le... Mais ce que nous disons, c'est que la façon dont elle a été arrêtée, la précipitation, le harcèlement et tout cela. Et puis, vous savez, on ne poursuit pas les gens forcément en les gardant à la maca. Est-ce qu'elle a refusé de répondre à une convocation? Parfois aussi, il faut garder la dignité. Lorsque vous prenez les leaders politiques, est-ce que c'est de la même manière que vous les traitez? Est-ce qu'ils restent dans leur domicile? Vous les convoquez jusqu'à ce que la condamnation soit faite et qu'on la... Donc souvent, on nous traite. Je vous dis que moi-même, j'ai été appelé au téléphone par une personne. Je ne veux pas dire par respect pour elle, je ne dis pas son nom. Mais le moment viendra où on va dire ça. Et qui m'appelle pour m'intimider. Vous savez que vous êtes sous contrôle judiciaire. Pourquoi vous vous prononcez dans le cas de Pulchéry Balé? Est-ce que dans mon pays, on nous interdit de nous exprimer finalement? D'accord. Vous voulez que la société civile soit muselée? D'accord. C'est ça la question? On vous a bien compris, docteur Bogassako. On reviendra à vous tout à l'heure à la Wakili avant de passer à Eric Sémia. Je vois que sur les principes, peut-être tout le monde se rejoint. Je voulais intervenir d'abord par rapport à ce que Sylvain a dit. Oui, il y avait une option. Il y avait une option, comme il a dit, elle a appelé à la désobéissance civile à une journée ville morte pour lutter contre la vie chère, personne n'est sorti. On pouvait, dans cette même logique, la banaliser. Dire qu'elle est venue de Bamako, tout ce qu'elle dit, c'est zéro. Personne ne la suivra, ça n'a aucun impact, c'est zéro. Mais l'État... Le procureur a estimé que ce qu'elle a dit et ce qu'elle fait, c'est suffisamment grave. Et je vois que depuis, peut-être que souvent on a des extraits là de propos des gens, mais les propos qu'elle a tenus, entre autres, ou les faits qui lui sont reprochés au-delà des faits, il y a aussi des propos. Est-ce que NCI peut diffuser ces propos-là au-delà des réseaux sociaux, des espaces où ça circule, où tout le monde écoute? Est-ce qu'un média même peut les transcrire, les diffuser comme si rien n'était? Nous, on a tort. Le Mali a raison. On a fait partie des gens pour des avis. Ce n'est pas des simples opinions, c'est des accusations. Ce n'est pas la liberté d'expression. Tu dis que le gouvernement de Côte d'Ivoire a un agenda caché. Il n'a pas envie de faire les choses comme il faut. Et que elle, si on la met en mission, en quelques heures, elle ramène les gens à Abidjan. On a l'impression qu'on a fait un gouvernement qui n'a pas envie que nos soldats rentrent. Donc, il faut peut-être... Moi, ce que je souhaite, ce n'est pas la prison. C'est un débat, peut-être, une procédure, une information, une procédure rapide pour un procès. Et puis, Urbi et Orbi, elle viendra devant un prétoire, ça peut se faire pendant qu'elle est libre, et puis on fera le débat comme un haïtien, elle aurait pu venir et puis elle va être questionnée. Quelle est votre recette? Comment pensez-vous qu'on peut aussi souhaiter arriver à cela? Et de façon publique, au-delà de l'opinion, il y a des imputations, il y a des faits, il faut pouvoir les assumer. Pour terminer, la protection, je pense que tout le monde est d'accord que la protection ne veut pas dire qu'on doit tout dire ou tout faire. Les journalistes, par exemple, ce qu'ils ont obtenu, c'est de ne pas aller en prison. Sinon, ils sont poursuivis et ils payent des amendes. Et ils ne peuvent pas tout écrire ni tout dire. Ce qu'ils ont obtenu, je crois, c'est de ne pas aller en prison. Sinon, ils sont poursuivis. Ils vont quand même en prison. Ils payent des amendes. D'accord. Voilà. Ils vont quand même en prison. Wakili, merci beaucoup. Sylvain Debailly? Oui, je voudrais juste ajouter que... Comme le disait tout à l'heure Maître Meïté qui dit qu'il est loin des faits. C'est lui l'homme de droit. Donc quand il parle, on le suit avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense que dans ce problème de Pulchéry Balé, le procureur est sorti, on a lu sa déclaration. Mais il arrive aussi des cas, on a assisté à des procès, où tout ce que le procureur dit n'est pas forcément la vérité. Ici, on est dans le cadre d'une application, d'une lecture mécanique
de ce que prescrit le code. Quand vous dites tout ce que le procureur dit n'est pas forcément la vérité, c'est quand même une grosse accusation. Non, je ce vous n'est laisse pas une l'entière accusation, responsabilité. Oui, je vais dire que le procureur ne fait qu'une lecture, ne fait qu'une lecture mécanique, ne fait qu'une lecture mécanique du droit pénal. Il sort un certain nombre de faits. Dans le même communiqué, il déclare que Pulchéry n'a pas répondu aux questions, elle a observé le silence. Alors, il dit également qu'il a regardé une vidéo, c'est sur Facebook. Voilà, donc on peut aussi lui demander que mais sur ce même réseau social Facebook, il y a aussi des gens qui ont pris position dans cette affaire du Mali. Ils devraient aussi regarder de ce côté. Mais pourquoi, quand on met en avant les propos de Pulchéry Balé et qu'elle est poursuivie, alors que d'autres activistes sur les mêmes réseaux sociaux tiennent des propos qui sont aussi graves, on a ici l'impression que finalement il y a un acharnement contre une personnalité de la société civile. Voilà ce que moi je veux dire. D'accord. Éric Sémillan, est-ce que, je vous pose la même question qu'on a posée tout à l'heure à Dr Bogassako, est-ce que parce qu'on est activiste ou membre de la société civile, on a le droit de tout dire, de tout faire? En d'autres termes, à la place de Pulchéry Balé, vous aurez dit les mêmes choses qu'elle a dites? Merci, M. Diarra-Souba. Alors, il faut qu'on soit sérieux aussi. Soyons sérieux, l'émission est assez sérieuse. Bon, on l'est. À aucun moment, nous n'avons dit que parce qu'on est défenseur des droits de l'homme ou activiste de la société civile, on ne devrait pas être poursuivi. Je ne me souviens pas l'avoir dit. Ce que nous disons, et je répète, il n'est pas question de faire un focus sur la personne de Mme Pulchéry Balé. Ce que nous défendons, ce sont des principes. Il n'est pas question pour nous de la défendre jusqu'au bout. Nous ne sommes pas ses avocats. Mais nous voici en face d'une situation où une dame engagée dans la société civile, présidente d'une organisation de la société civile, autorisée et reconnue comme telle par les autorités de la Côte d'Ivoire, a affaire à la justice. Et lorsque nous regardons, au moins sur des questions de forme, nous estimons qu'on aurait pu gérer cette histoire autrement, surtout au regard de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Voilà les principes que nous sommes venus défendre. Nous disons, parce qu'en lisant le communiqué de l'autorité de poursuite, il y a des allusions et des références qui sont faites, y compris sur Facebook, etc., etc. Alors, nous estimons simplement que pour une catégorie de citoyens, défenseurs des droits de l'homme, qui ont une loi qui les protège, on aurait pu faire les choses tout à fait autrement. Premièrement, on peut la poursuivre sans qu'elle ne soit forcément détenue. C'est la situation de détention qui nous dérange. Et tout ce qui a entouré. Parce qu'à travers elle, je vois peut-être un collègue, pourquoi pas moi-même demain. Donc, quand un des nôtres a affaire à une situation pareille, il faut que les acteurs de la société civile défenseurs des droits de l'homme se mobilisent pour que la loi nous protégeant soit, n'est-ce pas, appliquée. Regardez, M. Diarra-Souba, on nous dit qu'elle reçoit un coup de fil lui demandant de venir reprendre ses effets, c'est-à-dire son passeport et son téléphone portable. Et on profite, n'est-ce pas, de cette situation pour la mettre aux arrêts. Mais nous n'avons rien contre le fait que Mme Pulchéry soit poursuivie, mais essayons de faire les choses bien. Pour vous, dans un état de droit. Pour vous, c'est la forme, qui pose un problème. À la convocation, si on doit l'interpeller, on l'interpelle. Pour nous, si on doit l'interpeller, on l'interpelle. Alors, si on l'appelle pour venir, pour qu'elle vienne prendre ses affaires, qu'on lui remette ses affaires, non, on lui reproche autre chose. Voilà. Mais on procède normalement. On la convoque, ou bien, je ne sais pas, on trouve tous les moyens de la faire venir à travers ses avocats, etc. On l'entend, et puis la procédure suit son cours normal. Alors, c'est ça qui nous gêne. C'est tout ce qui entoure la chose qui nous gêne, comme s'il y avait un problème qui empêchait de faire les choses. Je répète encore une fois, c'est vrai qu'on a vu des charges, mais c'est un ensemble de charges, de faits, comme un intervenant l'a dit, de faits, mais qui, dans le communiqué, même se rapportent à la façon dont elle se serait exprimée sur Facebook. Donc, on revient encore à l'expression. D'accord. Voilà, tout ce qu'on lui reproche, c'est des choses qui sont typiques dans ce qu'elle a dit. Alors, nous sommes curieux que ces procédures aillent jusqu'au bout pour qu'on essaie de voir. Mais pour l'instant, nous disons et nous répétons que la façon dont les choses sont passées pour nous, on aurait pu s'en passer. C'est entendu, Éric Sémillan. Arthur Banga? Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le principe aujourd'hui. Mais il y a quand même, moi, quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit qu'il y a une partie de l'enquête qui est visible. C'est-à-dire la partie des
des propos sur Facebook, c'est visible. Mais après, il y a forcément des choses. Elle a été entendue, son téléphone a été gardé. Il y a des familles de 49 soldats qui ont appelé pour dire qu'on nous a contactés, pour nous dire ceci, cela. Il y a des choses que nous, on ne sait pas. Voilà. Donc, je ne pense pas que le communiqué du procureur ne se limite qu'aux propos sur Facebook. Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, mais ce n'est pas que l'œuvre. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, je regarde que cette partie-là. Et je dis, en regardant cette partie-là, je demande la clémence. La clémence, parce que nous, tout ça, on peut être pris. Vous savez, quand vous commencez une harangue, il y a des gens qui applaudissent. Vous pouvez partir dans une envolée lyrique sans vous rendre compte même que ce que vous êtes en train de dire là, ou même ne pas peser ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut plaider la clémence. Mais en même temps, comme on a 2 leaders de la société civile ici, il faut qu'on travaille ensemble. Hein, parce que la société civile, c'est nous tous. Hein. À partir du moment où on veut se porter sur un plateau pour dire des choses, on fait partie de la société civile. Il faut qu'on ait des formations. Il faut qu'on ait conscience des responsabilités qu'on a et surtout qu'on fasse attention à comprendre comment on doit utiliser nos propos. Mais pour terminer, moi, j'implore vraiment la clémence de l'État. J'implore vraiment la clémence du procureur sur cette question parce que finalement, la Côte d'Ivoire a plus à perdre en termes d'image, en termes d'avancée démocratique, en termes de société civile qu'à gagner. Donc vraiment, je pense que c'est plus dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'on trouve une solution. D'accord. Éric Sémian, docteur Boga-Sako, cette question remet au goût du jour la fameuse opinion selon laquelle finalement il y a beaucoup de gens dans la société civile qui avancent masqués, qui font plutôt de la politique. Comment vous réagissez à cela ? Merci de la préoccupation. Moi, je pense que les faits eux-mêmes suffisent pour identifier les démarches des uns des autres. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé beaucoup de démocratie. Les gens pensent que c'est forcément les partis politiques seuls qui font la démocratie. Nous sommes dans une société démocratique. Ce n'est pas seulement les partis politiques, la société tout entière. Et tout à l'heure, je suis tout à fait sur ce coup-là d'accord avec Dr Arthur, lorsqu'il dit que les organisations des journalistes et autres, vous faites partie de la société civile. Nous avons des principes. Je dois dire que c'est vrai que cela nous interpelle tous, et notre présence ici, c'est de dire aux autorités, il ne sert à rien de poursuivre Puchéry Balé, ça fait un peu de trop. Docteur Boga-Sako, ce point de vue, on l'a entendu. Revenons à la question que j'ai posée tout à l'heure. Le fait d'assimiler, en raison de leurs actes fondés ou infondés, certains acteurs de la société civile comme étant des hommes politiques encagoulés qui avancent masqués. Mais non, c'est une mauvaise lecture. C'est-à-dire que, et là, on voit très bien que c'est la démarche de monsieur le procureur. Pour vous crucifier, on vous sort de votre cadre de société civile pour vous considérer comme un agent politique. On n'est pas des agents politiques. Si vous n'avez pas une carte politique, vous n'avez pas une carte d'un parti politique, mais vous avez le droit de vous prononcer sur les faits politiques de la société. C'est quand même le droit. Regardez, dans le cadre de cette même affaire des 49 soldats, j'ai été amené à demander une audience au ministre de la Défense, qui a eu l'honneur de me recevoir le 2 août dernier. Il m'a expliqué la position de mon pays. Mais quand je suis sorti de là, j'ai fait une déclaration pour lancer un appel à la libération des soldats. Il faut aussi que le gouvernement s'ouvre à la société civile. S'il y a des situations qui se passent et que vous fermez vos bureaux, on ne peut pas vous rencontrer. Et comment vous voulez qu'on fasse? Bon, ça, c'est un cri de cœur. On a bien perçu le cri de cœur. Sauf que vous, par exemple, vous concernant, on en a parlé, j'ai eu la chance de vous recevoir sans réserve. Beaucoup vous assimilez à un membre de la classe politique. Vous estimez que la société civile est éminemment politique. C'est votre point de vue, je le respecte. Éric Sémian, comment vous réagissez à ce fameux débat qui dit qu'en fait, on n'a pas de société civile indépendante? Je pense qu'il faut éviter de prendre des raccourcis. Monsieur Diarra-Souba, je pense qu'il faut éviter de prendre des raccourcis. Vous savez, nous sommes dans un pays où on veut forcément que les Ivoiriens soient dans des cases. Si bien qu'on n'est plus libre de donner une opinion libre dans ce pays sans forcément être taxé d'être pro ceci, pro cela. Et je pense que ça, c'est un problème. Il faut faire des efforts, il faut éviter les raccourcis. Comprenons ensemble le rôle de la société civile. C'est quoi son rôle, la société civile? Éric Sémian, elle n'est pas engagée en politique. Éric Sémian, est-ce que vous pouvez reculer un tout petit peu pour nous permettre d'avoir un meilleur cadrage de vous? Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas très bien cadré à l'antenne. Merci de votre compréhension. Et si c'est bon, c'est fait, on vous laisse continuer votre développement. Voilà, donc je disais qu'il faut éviter les raccourcis. Éviter de situer les gens par rapport à des chapelles politiques en fonction de ce qu'ils ont dit. Le rôle de la société civile, c'est de demander à l'État une meilleure gouvernance. Le rôle de la société civile, c'est de contribuer à demander à ce que
des comptes soient rendus à nous qui sommes les mandants, n'est-ce pas, de nos gouvernements. Alors, pourquoi est-ce que le fait de porter des critiques, de faire des propositions est forcément vu comme de l'opposition? Pour moi, c'est un raccourci. Et en regardant de près et avec constance le travail des organisations de la société civile qui se veulent sérieux, vous vous rendrez compte que par moment, lorsque vous critiquez, on vous taxe d'être pro-ceci. Mais le jour où vous félicitez le gouvernement, là, personne ne parle de ça. Voilà. Et Boga sait très bien de quoi je parle. En âme et conscience, lorsque nous agissons, c'est dans l'intérêt collectif, c'est dans l'intérêt national. Qui a intérêt à ce que ce pays brûle? Alors, et puis aussi, il faut respecter les Ivoiriens et comprendre qu'il existe de nombreux Ivoiriens, mais qui ne sont pas intéressés par faire la politique, qui ne sont pas membres de partis politiques, mais souhaitent néanmoins donner leur point de vue librement. Et nous faisons partie de ces catégories de personnes. Favoriser un environnement pour que ceux qui veulent faire la politique, ceux qui veulent compétir à l'essai du pouvoir d'État, puissent le faire dans des conditions saines, mais nous nous sentons bien là où nous sommes, sans chapelle politique. Et je pense qu'il faut éviter ce raccourci-là. Voilà. Dire que dans la société civile, on trouve beaucoup de gens qui sont en réalité des politiciens encagoulés. Il faut éviter, je pense. Éric Sémien, d'accord. Et ce que nous défendons, ce sont des principes, c'est des choses que nous disons aujourd'hui, que nous allons dire demain, que nous allons dire après-demain, quel que soit le régime qui sera en place. On est bien d'accord. Nous demandons une meilleure gouvernance et en le faisant, nous sommes dans notre rôle. Absolument, absolument. Vous êtes dans votre rôle, absolument. Alafé Ouakili. Oui, pour rebondir sur ce qu'il a dit pour enchérir, il faut dire que quand effectivement la société civile peut-être critique le pouvoir, certains dénoncent. Mais quand la société civile est favorable au pouvoir, c'est dénoncé aussi, on dit que c'est une société civile inféodée au pouvoir, à la solde du pouvoir. De la même manière que la société civile inféodée à l'opposition, à la solde de l'opposition. Voici la réalité ivoirienne. Donc, il ne faut pas que l'on pense que c'est d'un seul côté. Cela dit, relativement à ce qu'il a dit tout à l'heure, moi je crois que cette affaire de Pulcherik Balé interpelle aussi sur le tempo, l'agenda de la justice. Parce que vous voyez, elle était déjà, même aussi Boga Sako a dit, il est sous contrôle judiciaire. Il ne faudrait pas que la justice soit comme un moyen, une épée de Damoclès, c'est un moyen pour faire chanter les gens, où on l'a appelé, on dit lui, il est sous contrôle judiciaire, il devrait se taire. Il faut qu'on trouve les moyens d'aller dans les procès. Elle était sous contrôle judiciaire, elle était libérée. Et puis, il y a une nouvelle procédure qui est là, ou la même. Il faut que tous ces procès-là, on en finisse. Moi, parce que ça, là, vous allez voir, je ne sais pas ça va faire combien de temps, dans quelques jours, souhaitons que ce soit le plus bref possible, elle sortira. Oui, elle sortira et puis on ne saura rien, ça va se calmer, les 49 seront libérés, on va se faire à tout, mais elle sera encore sous contrôle judiciaire. Pour combien de temps? Alors que le délit, ce qui a créé l'affaire les 49, peut-être ils seront libérés si on s'en tient à ce que les autorités nous disent. Et pendant ce temps, elle peut sortir avant ou après, mais pendant ce temps, sa procédure, qu'est-ce que ça devient? Caduque ou pas? Il faut que dans ce genre de choses, la justice aussi soit plus rapide et qu'on ait des procès, on pourrait aller rapidement et elle doit pouvoir expliquer ses postures et ses positions. Très bien. Maître Abdoulaye Ben Meïté. Moi, je voudrais réagir sur l'intervention de M. Éric Sémien, que je connais bien, sur ce qu'il a dit, la forme. Il dit qu'il a un problème de forme. Mais de la même manière, il dit, on nous dit, voici un dossier duquel vous n'êtes pas proche. On vous dit des choses, et sur la base de ce qu'on vous dit, sur de simples rumeurs, vous prenez des raccourcis et vous faites une déclaration. J'ai déjà un problème avec ça. Deuxièmement, je voudrais quand même appeler à son souvenir que son organisation, qui est l'OIDH, chaque fois que l'OIDH s'est adressé à nous, on a dû répondre favorablement à ces invitations. Nous n'avons jamais jugé l'OIDH. Mais par contre, je trouve aberrant que la société civile, devant des faits aussi graves, n'ait pas à pondre un communiqué de nature effectivement à interpeller leurs collègues activistes des droits de l'homme. Lorsqu'il s'agit où la sécurité de l'État est mise en péril, on vous dit qu'il y a entente entre un activiste des droits de l'homme et des agents extérieurs. On vous dit également qu'il y a des manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions d'une république à laquelle vous appartenez. Et vous ne faites aucune déclaration nature à interpeller sur des faits et gestes de vos collègues. Mais il suffit forcément qu'on interpelle un des vôtres que vous criez effectivement au loup. Il faut se garder. Je pense que la société civile gagnerait davantage à se prendre au sérieux, à être objectif. Ce n'est pas parce que Pulcherik Balé, je ne parle même pas de Pulcherik Balé seulement, la société civile, de façon générale, doit d'abord se considérer comme membre d'une société étatique qui a ses règles.
se conformer aux règles. On a entendu tout à l'heure, effectivement, l'un des intervenants dénoncer une perquisition qui serait tenue au domicile de Pulchéry Gbali. Dire, effectivement, comme elle est active des droits de l'homme, elle ne doit pas faire l'objet de perquisitions. Oubliant de dire, parce qu'il ne faut pas désinformer, oubliant de dire que la loi qui a été citée, la loi, effectivement, sur la défense des défenseurs des droits de l'homme, cette loi permet la perquisition du domicile des activistes des droits de l'homme, selon certaines conditions. Il faut qu'il y ait une autorisation expresse du procureur de la République. Préalablement, il faut l'accord du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais comment ils peuvent savoir si ces conditions n'ont pas été remplies? Quand on est loin d'un dossier judiciaire, on parle avec des réserves. Il ne faut pas aussi jeter le discrédit sur notre justice. D'accord. Augustin? Bon, moi, je vais demander, maître, quand on dit entente avec une puissance étrangère, sans donner d'éléments. Voilà, c'est ça le vrai problème. Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Sans éléments, lui, c'est une allégation. C'est une allégation. Je ne veux même pas qualifier l'allégation, parce que je ne sais rien. Mais si le procureur vient dire que Edith Gbale, bon, qu'elle dise au moins, si c'est les rencontres avec les hommes de la société civile au Mali, ou les déclarations, enfin, s'il y a des éléments qui montrent qu'elle est en train de comploter contre l'État, ça, on peut apprécier, dire que c'est faux ou c'est vrai. Mais au moins, ce n'est pas dit dedans. Donc, on ne peut pas dire que les gens racontent des choses. Non. D'accord. Voilà, on peut au moins apporter des éléments. Quels sont les éléments qui prouvent qu'elle est en entente? Pour vous, il y a un déficit de communication? Je pense que la communication n'est pas achevée. D'accord. Maître Meïté, réaction? Non, je voudrais quand même dire à M. Augustin Couillot, c'est parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de la justice. Oui, il ne connaît pas. Le procureur a fait un point de presse où il a donné juste les informations, quelques informations. Sur un dossier, il a dit pourquoi il a été interpellé, les faits qui lui sont reprochés, de façon globale. Il a dit qu'il a ouvert une information judiciaire. Vous savez, il y a le respect du secret de l'instruction. Les éléments d'enquête, il y a eu d'abord des enquêtes préalables. Elle a fait l'objet d'enquêtes policières. Il y a eu sanctionné par un procès verbal d'enquête préliminaire, lequel procès verbal est parvenu au procureur. Il y a des éléments certainement qui ont milité en faveur de la saisine d'un juge d'instruction pour des enquêtes approfondies. Donc ce n'est pas au cours du point de presse qu'il appartient au procureur de livrer les éléments d'enquête. Il doit, parce que dans tous les cas, elle n'est que poursuivie. Elle n'est pas jugée. Ce n'est pas le procureur de le juger. Il a des éléments, selon lui, qui lui permettent de saisir un juge d'instruction à l'effet de confirmer ou infirmer ces éléments qui sont retenus à son encontre. Donc, pas parce que le procureur n'a pas donné les éléments sur la table qu'il n'y a rien. Ces éléments, je répète, le procureur est venu nous dire qu'elle a été interpellée pour telle raison. J'ai saisi un juge d'instruction sur la base des éléments qui sont à ma disposition afin qu'il essaie d'approfondir l'enquête pour savoir si ces faits sont avérés ou pas. C'est ça l'instruction. Donc, elle n'est qu'inculpée. L'inculpation n'est pas une condamnation. Inculper quelqu'un, c'est de lui conférer des droits à l'effet de lui permettre de répondre, de se défendre dans le cadre d'une enquête judiciaire. Comme c'est le cas à l'espèce. Donc, n'allez pas vite en besogne. D'accord. Elle est en prison. Monsieur, nous allons... préventive. Maître Meïté, Augustin Couillot, s'il vous plaît, nous allons marquer une courte pause et poursuivre le débat juste après. De NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué le cas Pulchéry Gbale et évidemment ce que la justice ivoirienne lui reproche. Nos invités ont donné leur point de vue. Monsieur, cette affaire Pulchéry Gbale intervient au moment où nos 49 soldats sont toujours détenus au Mali. Et l'état-major général des armées reste solidaire des familles de ces 49 soldats. Son chef, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, les a à nouveau reçus. En audience jeudi, il a rassuré les familles quant à la libération imminente de leurs proches, mais aussi pour leur octroyer une aide pour préparer la rentrée scolaire des enfants de ces militaires en détention à Bamako. On fait le point avec Thiemé Danger. On en parle juste après. Les familles des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, à nouveau hôtes du chef d'état-major général des armées. Dans les locaux de l'état-major d'Abidjan Plateau, le général Lassina Doumbia se veut rassurant. Il n'y a aucune alerte. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur santé, sur leurs conditions de détention.
ils vont bien et leur morale est haut. Il y a eu aussi l'information relative à la mise sous mandat de dépôt, qui a dû certainement vous ébranler. Cette décision n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Et ces négociations avancent bien. C'est vraiment optimiste et confiant que je me présente devant vous, optimiste qu'elles aboutiront sous peu. Je voudrais aussi en profiter pour vous demander de ne pas commercialiser votre douleur, de ne pas donner l'occasion à des opportunistes malveillants de s'en servir. Outre ces assurances, le général de corps d'armée a, au nom du chef suprême des armées, mis du baume au cœur de ses hôtes. Ces derniers ont reçu un appui financier de 500 000 francs CFA pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Monsieur, on peut retenir beaucoup de choses dans le discours du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia. Moi, je veux retenir surtout son optimisme. Il a dit on est optimiste que les démarches aboutiront sous peu. C'est plutôt rassurant, non, Alafé Ouakili? Oui, c'est rassurant, mais ça nous a été déjà dit avant ça. Et puis, on a attendu encore, on a continué d'attendre. Mais en réalité, on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste. Et je pense qu'au-delà du fait qu'il parlait aux parents des détenus, c'est la seule voie qu'il y a à observer pour éviter d'aller dans d'autres situations. La négociation se poursuit, elle prend du temps, mais il faut rester optimiste et puis patient. D'accord. Augustin? Je pense que le général Lassina Doumbia est dans son rôle. C'est le patron de l'armée. Et voilà, ces éléments sont retenus dans un pays étranger. Il y a quand même un peu plus d'un mois maintenant. Voilà. Et donc, les parents sont inquiets et il a le droit de les rassurer. Il a le droit de les rassurer, mais ça dit que il dit que les gens seront effectivement libérés bientôt. Ça, c'est une question. C'est une question, mais c'est normal et je trouve qu'il est assez responsable de rassurer les parents parce que de toute façon, les militaires, et je pense qu'ils sont préparés à faire 2 mois, 3 mois, 4 mois de détention. Ils sont formés à ça. Mais, et plus, ce qu'il dit en plus, c'est qu'ils ne sont pas maltraités. Voilà, ils sont privés de leur liberté, certes, mais ils ne sont pas maltraités et c'est rassurant. Ça veut dire que la situation n'est pas catastrophique. Voilà. Et puis, ils apportent une certaine aide financière aux familles, parce qu'on est déjà à la rentrée. Et il faut ça, sinon les gens ils vont se décourager. Donc, c'est une bonne chose qu'il a faite. C'est une communication positive aussi, hein Oui, bien sûr. C'est une communication positive. Ce sont là les propos de nos autorités militaires. C'est elles qui sont plus proches de ce problème, plus proches donc des réalités, qui ont établi le lien dans le cadre de la négociation. Donc, elles sont à même de donner les bonnes informations. Et je pense que ce message qu'il tient parle non seulement aux familles, mais parle également à la troupe. Ça fait 1 mois, 18 jours que nos soldats sont de l'autre côté, au Mali. En absence d'une communication comme celle-là, vous verrez que la rumeur va prendre le dessus. La rumeur va prendre le dessus et donc il est bon, je pense, de garder surtout le contact avec les familles parce que dans une telle situation, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de choses qu'on dit et il est bon d'être plus proche des familles. Mais en même temps qu'on rassure, moi je souhaite que l'option qu'on a choisie, c'est-à-dire l'option de la diplomatie, il faut qu'elle se fasse aussi bien dans la discrétion, pour ce qui doit être discret, mais il faut aussi qu'elle soit aussi à la lumière. Il faut qu'on voit de plus en plus nos autorités s'engager véritablement pour que cette assurance-là prenne vraiment corps. Voilà ce que je voulais dire d'emblée. D'accord. Arthur? Oui, moi je dis depuis le début de cette crise,
aussi inutile qu'improductive de cette prise en otage de nos 49 soldats. Le gouvernement ivoirien et toute la structure ivoirienne est responsable. C'est de la responsabilité de la part du chef d'état-major général d'être aux côtés de ces familles-là. Comme Augustin l'a dit, les militaires, ils sont formés à ça, ils sont préparés à ça, mais les familles autour, vous savez, c'est beaucoup plus délicat. Et donc, je pense que là, il y a de la responsabilité, il y a de la solidarité, il y a un sens de la patrie au sein de notre armée et de nos dirigeants, de nos autorités qu'il faut saluer. Voilà, en gros. D'accord. À la fin Vous avez réagi sur la question. Docteur Bogassako, comment vous réagissez? Écoutez, c'est une très très bonne nouvelle que nous entendons ce soir, parce que je vous disais tantôt que avant même d'être défenseur des droits de l'homme ou enseignant à l'université, nous sommes tous des citoyens. Et en tant que citoyen, le patriotisme fait partie du devoir du citoyen. Tenez-vous bien, tout à l'heure, je vous ai cité la fameuse loi 2014, etc., qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Mais dans cette même loi-là, je vous cite par exemple l'article 12 qui dit clairement les défenseurs des droits de l'homme doivent contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité sociale et nationale, au renforcement de l'indépendance nationale, etc. Ça veut dire que quelque part, on a le devoir de soutenir notre pays lorsqu'on est surtout face à un État étranger. Et ça, on n'a pas besoin d'être militant des droits de l'homme ou pas. C'est un devoir citoyen. Et c'est pour cela que je tenais à le dire, mais ça n'a rien à voir avec l'arrestation de Mme Bucheri Baldé, ça n'a rien à voir du tout, mais c'est un principe. Et les mêmes principes sont parfois définis par nos lois. Et c'est pour cela que dans notre démarche à la FIDOP, je vous ai dit et je répète, je veux saluer le ministre d'État, ministre de la Défense, à qui j'ai demandé une audience. Parce que lorsque le problème a éclaté, c'est un problème très délicat. Et je pense qu'en tant que responsable, on ne pouvait pas se donner comme ça dans la presse sans prendre des gants. Donc j'ai demandé une audience, il me l'a accordé le 2 août 2022, de 15h30 à 16h30. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe, il m'a expliqué, mais comment je suis sorti de là? Mais je suis bien outillé pour dire que l'État malien vraiment a intérêt à ce que le calme revienne entre nos deux pays. Il peut y avoir des dysfonctionnements administratifs, parce qu'à l'État, c'est ce que j'ai pu noter, il n'y a pas d'intention outre mesure. Mais de là à aller humilier notre pays de cette façon-là, je me sens aussi humilié. Et ça, je n'ai pas manqué de le dire, et je le répète ici à qui veut l'entendre. Il ne s'agit pas d'aimer le président Ouattara ou pas, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est notre pays qui est humilié par un pays voisin. Ce n'est pas du tout bien. Monsieur Assimi Goïta devrait savoir que dans notre pays, il y a au moins 3 millions de ses ressortissants. Donc il y a une nécessité que nos deux pays renforcent leurs liens. C'est ça qu'il faut dire. Et je dis. D'accord. Éric Sémillan, réaction? Oui, à la suite de tous les autres intervenants, je pense que la démarche du chef d'état-major général est salutaire, en ce sens qu'elle contribue à rasséréner les familles et les proches de nos 49 soldats. En ces circonstances particulières, je pense que le réconfort de l'armée, des frères d'armes, le réconfort des autorités doit être apprécié. Mais en allant beaucoup plus loin, ça c'est un plaidoyer, il est peut-être souhaitable que la communication sur ce dossier de 49 soldats ivoiriens, de 49 de nos soldats détenus au Mali, la communication soit améliorée, de sorte à ce que tous autant que nous sommes ivoiriens, soyons situés sur l'exactitude des faits, sur la position officielle qui est celle de l'État. Et au jour le jour, on nous dit qu'il y a des négociations, mais je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe au quotidien, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont traités, on n'a pas assez d'informations. Et le manque d'informations favorise, n'est-ce pas, la création de la mauvaise information. Donc, c'est une doléance que les autorités prennent des mesures, que ce soit par le Parlement ou bien directement par les ministères en charge de la Défense ou de la Sécurité, pour donner officiellement des informations. Mais c'est là une fois par semaine, pour qu'on sache à quel niveau est-ce qu'on en est. En pareille circonstance, je pense que le devoir nous appelle tous. La Côte d'Ivoire est interpellée, donc tous autant que nous sommes Ivoiriens, ça nous regarde. Et ce n'est pas forcément l'apanage des autorités ou bien de certaines personnes. Comme ça nous intéresse nous tous, il est bon que la communication soit améliorée de sorte à ce qu'on sache réellement où est-ce qu'on en est avec ce dossier. D'accord, on vous a bien compris. Raison pour laquelle, à notre niveau, nous avions sollicité... Allô? Oui, allez-y. Pour laquelle nous avions souhaité en son temps que l'Assemblée nationale
demande au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense de venir expliquer aux députés les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est-à-dire expliquer de manière simple, calme, où est-ce qu'on en est, la meilleure attitude à avoir et peut-être, pourquoi pas, que les parlementaires contribuent à rectifier, à améliorer l'action de l'État sur ce dossier-là. C'est tous ensemble qu'on va y parvenir. Mais pour cela, en tant qu'Ivoirien, on doit s'engager, mais avant de s'engager, il faut qu'on ait la bonne information. Très bien, merci. Nous militons pour que la bonne information soit répondue. Merci Eric Sémian. On a bien entendu votre plaidoyer à l'endroit du gouvernement. Maître Meïté. En tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. D'abord, le fait de recevoir les familles dénote effectivement de la responsabilité de l'armée. Le contenu des échanges entre le chef d'état-major et les familles, pour moi, c'est rassurant. Parce que les familles sont allées effectivement très rassurées. Et avec le geste social qui a été fait à l'égard de ces familles-là, je pense que notre armée, il faut compter avec. Nous avons aujourd'hui une armée républicaine, une armée qui a gagné en maturité et qui rassure. Alors, monsieur, la Côte d'Ivoire maintient, malgré cette crise qu'on souhaite passagère, son engagement dans le maintien de la paix et de la stabilité au Mali. 902 policiers et militaires ivoiriens sont déployés au sein de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, et ce, malgré le contexte tendu qui prévaut avec la détention des 49 soldats depuis maintenant 49 jours. Je vous propose de suivre cet autre sujet de Thiem et Dandier, on en parle juste après. La Côte d'Ivoire continue de poser des actes en faveur de la stabilisation du Mali et du renforcement de ses séculaires liens de coopération avec son voisin. Malgré le contexte de tension qui prévaut relativement au dossier des 49 soldats ivoiriens détenus par Bamako, Abidjan, qui joue toujours la diplomatie, vient d'achever le déploiement de 900 casques bleus en territoire malien. Ce contingent, appartenant au 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire, déployé au terme de 6 rotations, se répartit sur le théâtre opérationnel du pays comme suit. 650 hommes à Tombouctou, 220 à Mopti, 32 dont 25 officiers à Bamako. Ces 3 unités constituées ont trouvé sur le théâtre 225 éléments précurseurs déployés depuis le 6 janvier 2022. Elles assurent la relève des éléments du 1er bataillon pilote projetable. Ces derniers ont regagné Abidjan après des opérations sécuritaires en terre malienne de 18 à 30 mois, au cours desquels 4 d'entre eux ont trouvé la mort lors d'une attaque de leur convoi dans le nord-ouest. Un engagement pour la paix que la MINUSMA a tenu à saluer dans un tweet ainsi libellé. Toute notre reconnaissance au contingent de la Côte d'Ivoire qui a servi au Mali avant d'être relevé le 19 août. Aquaba aux nouvelles unités qui se joignent à la MINUSMA. Dans un second tweet, la mission se réjouissait du déploiement de la relève. La MINUSMA est fière de pouvoir compter 902 soldats et policiers de la Côte d'Ivoire pour mener à bien son mandat. À Tombouctou, nous comptons sur eux pour la protection de nos emprises, y compris la piste d'atterrissage. Tous nos remerciements à la Côte d'Ivoire pour cette importante contribution à la construction de la paix et la stabilité au Mali. Votre présence compte beaucoup à nos yeux. Bien avant la relève, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, interpellait ces hommes sur le contexte dans lequel se fait leur déploiement. Au Mali, vos faits et gestes seront certainement observés tout comme votre attitude. Demeurez des ambassadeurs de paix dans votre zone de responsabilité. Le général des corps d'armée a par ailleurs évoqué les nouvelles dispositions réglementant l'exploitation aérienne par la MINUSMA, ce qui pourrait empêcher l'appui aérien quand le besoin se fera sentir. Il faudra alors faire preuve de professionnalisme en tout instant sur un théâtre aussi complexe que clivant. Arthur Banga, vous qui êtes proche des milieux de la défense et de la sécurité, malgré la crise avec le Mali, la Côte d'Ivoire déploie quand même 900 d'entre ces hommes pour le maintien de la paix dans ce pays frère. C'est-à-dire, l'engagement de la Côte d'Ivoire au Mali, il est ancien. Il remonte déjà aux années 2012-2013, où notre contingent est monté progressivement jusqu'à atteindre aujourd'hui 900 hommes. Cette relève qu'on voit, pourquoi d'abord la relève? Parce que normalement, un soldat à l'extérieur, après entre 6 mois et 1 an, il faut le changer parce qu'il est sous une pression quotidienne, il manque du soutien de sa famille. Voilà. Sauf que depuis le mois de janvier, on devait relever ces hommes. Ils n'ont pas pu partir parce que tout simplement, les démarches administratives entreprises par la Côte d'Ivoire pour relever ces hommes n'aboutissaient pas.
Pourquoi elle n'aboutissait pas? Elle n'aboutissait pas parce que les autorités maliennes refusaient, à chaque fois qu'on demandait cette demande de survol, elles modifiaient à chaque fois les règles d'engagement. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec les 49 soldats NSE qui sont liés à la MINUSMA, mais sans être de la MINUSMA? C'est parce que, justement, la société avec laquelle nous sommes partenaires a elle-même entrepris les démarches. Ce qui fait que les vols étaient reconnus clairement par cette société. Donc, aujourd'hui, avec les nouveaux engagements, il ne se passe pas si vous voyez une conférence de presse commune entre M. Diop, le chef de la diplomatie malienne, et le secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de la paix il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, le Mali a mis finalement à fixer ces nouvelles règles. Vous voyez là, on voit bien que c'est un avion de Ethiopian. C'est-à-dire que ce n'est même pas la Côte d'Ivoire qui a entamé les négociations pour lier tout ce qui est administratif, reconnaissance de vol, tout ça, ont été faits par l'ONU. Donc, dès qu'on a eu l'autorisation, ces soldats sont engagés pour certains depuis 30 mois, 20 mois. Donc, imagine des soldats qui sont à l'extérieur depuis 20 mois, il fallait les relever. Les conditions, logistiques ont été améliorées aujourd'hui, et donc ils sont partis. D'ailleurs, le chef d'état-major précise que l'appui aérien dans sa communication ne sera pas là tout le temps. Parce que même aujourd'hui, il y a eu un flottement avec l'Allemagne. Pour s'engager en soutien-feu de la MINUSMA, ça devient plus lent, puisque Barkhane n'est plus là, il y a de nouvelles façons de faire. Donc, ces nouvelles conditions étant connues, la Côte d'Ivoire a soumis, mais ces conditions n'étaient pas établies le 10 juillet. Voilà, elles n'étaient pas établies le 10 juillet quand les soldats NSE ont été pris. Deuxième chose qui est très importante, on a un engagement international. Et pour l'instant, nous tenons, parce que nous avons cet engagement avec le Mali, pays frère, mais aussi avec l'ONU. Aucun de ces deux acteurs, que ce soit l'ONU ou le Mali, n'a demandé de retirer nos soldats. Et même s'ils le demandaient, c'est une opération qui ne peut pas se faire en moins de 2 mois. Et on ne va pas décrocher avec les soldats qui sont au fond pendant 30 mois. Il faut cette relève. Donc il y a une relève opérationnelle parce que l'engagement de la Côte d'Ivoire est le même aux côtés du Mali. Nous avons déjà perdu 4 soldats. Et parce que le 2e bataillon devait être déjà présent au Mali depuis bien longtemps, la première vague est partie en janvier. On a eu des problèmes administratifs qui ont retardé cette relève. Monsieur, comment vous comprenez de cette situation? Beaucoup d'entre les internautes, notamment, qui nous suivent en ce moment, se disent on a une crise avec un pays voisin, on n'a pas fini de régler la crise, on continue d'envoyer nos hommes en armes dans ce pays-là pour lui apporter notre soutien. Au moins, il fallait attendre que la crise passe pour envoyer nos hommes encore. Elle a fait Wakili réaction. Oui, c'est la preuve que la crise est passagère et que ce n'est pas une vraie crise en réalité. C'est une crise passagère et que ça devrait permettre aux Ivoiriens aussi, aux Maliens, au soutien de part et d'autre, de comprendre qu'il faut calmer le jeu, ne pas trop attiser, ne pas trop souffler. Parce que le principe de réalité s'impose. Le Mali a besoin, malgré tout, de la Côte d'Ivoire, au-delà des 49. Le Mali a besoin du soutien de la communauté internationale, au-delà des questions de souveraineté, au-delà des préalables posés par rapport à la résolution dernière adoptée aux Nations Unies. Le Mali a besoin de la communauté internationale et de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi a besoin de soutenir le Mali pour éviter que les djihadistes prennent du terrain et se rapprochent de nos frontières. Donc il y a une interdépendance. Et il fallait le comprendre depuis le début et se dire que cette crise-là, elle passera. Et ça renforce l'optimisme du chef d'état-major. Parce que s'il y avait un véritable problème, s'il y avait une véritable rupture, je pense que le Mali aurait dit la Côte d'Ivoire est un pays totalement hostile. Elle a envoyé 49 militaires pour saboter la dynamique de la refondation du Mali. C'est un pays avec lequel on ne peut plus coopérer. Et le Mali n'a pas dit cela. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encore considéré que le Mali est un voisin hostile et dangereux avec qui il ne faut plus avoir de relations. Même si la médiation est indirecte, officiellement, je pense aussi que les chefs d'état-major et certaines autorités politiques se parlent. Donc pour moi, cette situation est la preuve de ce que nous sommes face à une crise passagère qu'il ne faut pas instrumentaliser outre mesure, qui finira, face à laquelle il faut rester optimiste et patient.
Ça veut dire qu'au-delà de l'escalade qu'on a pu observer, l'escalade relative entre les deux pays, il y a quand même de la mesure de part et d'autre. Tout à fait. De la responsabilité. C'est cela. Alors moi, je pense que cette situation dénote l'élégance du chef suprême des armées. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, vous l'avez dit, si les internautes ne comprennent pas, pourquoi alors que 49 de nos concitoyens sont retenus au Mali, injustement, le chef de l'État envoie près de 900 personnes, plus de 900 personnes au Mali. Ça dénote de ce que sa diplomatie n'aime pas le bruit. J'ai entendu dire qu'il faut améliorer la communication, mais la diplomatie la plus efficace se fait dans le silence. Et devant une telle crise, une telle situation, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire du bruit. Deuxièmement, le président de la République, c'est un homme de devoir, d'engagement. Il y a un engagement international auquel il ne se dérobe pas, en raison effectivement d'une crise passagère, comme il a dit, n'est-ce pas, mon collègue Alafé. Mais par-dessus tout, je pense que, regardez, au cours de cette crise, la Côte d'Ivoire n'a pas, si vous avez fait effectivement la remarque, on n'a pas entendu d'avocat aller au Mali pour la défense de nos concitoyens qui sont là-bas. Mais c'est une belle réponse. C'est une belle réponse parce qu'on est tous conscients que la question de la détention de nos concitoyens au Mali ne relève pas d'une question du droit. C'est une question purement politique et la Côte d'Ivoire n'entendait pas les accompagner en judiciarisant un fait qui échappe effectivement aux infractions farfelues qui sont retenues à la compte de nos concitoyens. Pour moi, le président de la République vient de démontrer encore une fois qu'il est un homme d'engagement, il est élégant, il est un homme de vision et qu'il veille à la protection de notre territoire parce que les militaires qui sont au Mali, ils sont justement pour protéger ce territoire contre la menace djihadiste. D'accord. Alors, nous avons M. Koulibaly qui nous appelle de Ségou. Ségou, c'est dans le centre du Mali. M. Koulibaly, bonsoir. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre poste récepteur? Est-ce que vous nous recevez déjà? Il me semble qu'il y a un problème technique avec M. Koulibaly. On l'a ou on l'a pas? Un retard. Il y est? Non. D'accord, il est là, M. Koulibaly. On vous écoute, M. Koulibaly. Dites-nous. Oui. Et c'était pour faire comprendre. Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allô? Allez-y, on vous écoute. Allô? 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 D'accord, on sera obligé de passer à autre chose parce que visiblement un problème technique. Docteur Boga-Sako, Eric Sémien, avant de vous laisser partir, une réaction sur ce sujet-là, sur l'envoi de nos soldats au Mali. Docteur Boga, allez-y. Occasion d'échange, dire que de tout ce que j'ai entendu, on pourrait résumer l'attitude des autorités ivoiriennes en 3 points. D'un point de vue humanitaire, d'un point de vue politique et stratégique, et puis d'un point de vue international également, des relations internationales. Au niveau humanitaire, bon, qui ne sait pas que le Mali est en difficulté avec le djihadisme qui menace ce pays, et quand le djihadisme menace une partie de la planète, tous les autres États se sentent menacés. C'est pour cela qu'on peut quitter l'Allemagne, la France pour venir aider le Mali. Et donc la Côte d'Ivoire fait bien d'aller soutenir ce pays-là, malgré la situation qui prévaut. Et ça, vraiment, je voudrais saluer ce côté humaniste de notre démarche. Maintenant, au niveau politique et stratégique, ce qu'il faut noter, c'est que l'État de Côte d'Ivoire aurait pu dire « Ah non, on va humilier, donc moi j'interromps mes relations avec le Mali, je n'envoie pas mes soldats » parce que retenez qu'aujourd'hui, la plupart de nos États, tant en Afrique, même en Europe, à part le côté de l'Ukraine, de la Russie, ne font plus vraiment la guerre. Donc l'ONU a toujours du mal à retrouver des soldats pour aller se sacrifier. Parce que quand vous allez en mission, on sait quand vous partez, mais on ne sait pas quand vous revenez. Donc, la Côte d'Ivoire fait bien pour dire aux autorités maliennes que ce qui se passe, c'est un épiphénomène. Il faut que cela se règle très vite. Et pour terminer, au niveau des relations internationales, l'ONU, qui reconnaît, qui salue la démarche de l'État de Côte d'Ivoire, qui lui envoie 900 soldats, ce n'est pas toujours évident d'en trouver, devrait nous aider aussi en pesant de tout son poids pour que la situation de nos 49 soldats soit réglée beaucoup plus diplomatiquement que militairement, parce qu'auquel cas, ce serait un grand précédent pour l'avenir au nom des relations qui existent depuis toujours entre nos deux États. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de cette invitation et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, docteur Boga-Sako. Vous étiez avec nous en duplex depuis l'Italie. Merci d'avoir accepté notre invitation.
On peut vous laisser partir. Éric Sémian, vous êtes en duplex avec nous depuis Yamoussoukro. Comment vous réagissez à l'envoi de nos soldats au Mali avant de vous laisser partir? Dites-nous. Alors, je pense que c'est un acte salutaire posé par les autorités ivoiriennes qui viennent par là de démontrer tout leur intérêt à contribuer à ce que la crise au Mali puisse prendre fin. En réalité, la stabilité aux frontières de la Côte d'Ivoire également en dépend. Donc, tous les efforts qui contribuent à faire en sorte que le Mali puisse retrouver, n'est-ce pas, sa stabilité, profiteraient également à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays liés sociologiquement, géographiquement, et le Mali n'est pas important, une incidence nécessaire sur nous. La crise des 49 soldats, elle passera forcément, pourvu que l'on pose les bons pas. Et nous osons croire que les bons pas sont en train d'être posés à travers cette négociation qui est en cours et qui, nous l'espérons, ouvrira très prochainement à des issues très heureuses. La Côte d'Ivoire démontre également par là que malgré ce contentieux de 49 soldats, il est encore possible de donner une chance à la paix, il est encore possible de donner une chance à la négociation et à la fraternité, et raison pour laquelle cet acte-là, l'envoi de 942 soldats, est à saluer de notre point de vue. Seulement, nous proposerons peut-être, et encore une fois, nous insistons là-dessus, que la communication soit renchérie concernant le dossier des 49 soldats. On l'a dit, on le redit encore, il faut que les Ivoiriens soient informés en temps réel, du moins pour ce qui est possible de dire aux populations, que les Ivoiriens soient informés de sorte à avoir une appréciation qui évite par moments des propos tendancieux, des prises de tête et, je veux dire, des appels voilés à la haine contre nos frères maliens. Voilà un peu notre dernier mot en vous remerciant de cette invitation cordiale et fraternelle. Et nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à cette émission. Nous vous remercions. Bonne suite de débat. Merci à vous, Éric Aimé Sémian. Je rappelle que vous êtes le président de l'OIDH. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette émission. Merci beaucoup. Arthur Banga? Rapidement, pour revenir sur cette cause, c'est clairement important pour un pays comme la Côte d'Ivoire de tenir ses engagements internationaux. Tant qu'ils ne sont pas, contestés ou le péril de nos soldats n'est pas mis en danger. Deuxième chose, j'aimerais rassurer aussi pour dire que la présence des soldats ivoiriens au Mali, c'est un plus opérationnel, c'est un plus pour l'armée ivoirienne elle-même. Parce qu'on a des soldats qui vont se retrouver en terrain, qui vont se retrouver à manœuvrer. Vous savez, l'entraînement, la formation, c'est bien, mais rien ne vaut l'expérience du feu. Et donc, je veux dire que c'est très important, à la fois pour notre position internationale, à la fois pour la sécurité dans notre pays, mais aussi pour la montée en puissance de notre armée, qu'on puisse avoir ce genre d'opération, et même dans des contextes comme ça. Et c'est enfin la preuve que pour nous, je veux dire pour la Côte d'Ivoire, la crise des 49 soldats pris en otage sera quelque chose qui sera derrière nous forcément. D'accord. Augustin? Bon, moi, c'était juste pour dire que l'affaire, c'est quand même, c'était un peu un piège quand même, parce que ils ont nos soldats, voilà. Alors que le côté MINUSMA n'est pas fondamentalement remis en cause. Si l'État de Côte d'Ivoire dit, comme vous avez nos soldats, on ne vient plus, bon, on va en déduire que c'est la Côte d'Ivoire qui monte en escalade. Donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maître Meïté disait tout à l'heure que l'armée... Non, je ne parle même pas du président parce que je sais que c'est le RHDP qui parle. Donc, mais je veux dire... Oui, mais c'est le RHDP qui parle. Donc, terminé, Augustin. Je veux dire que l'armée de Côte d'Ivoire a toujours été républicaine. Voilà, elle a toujours été républicaine. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons... Sylvain, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. C'est 900 soldats qui vont à Bamako. Vous avez vu vous-même l'opinion sur les réseaux sociaux. Effectivement, dans cette gouvernance des réseaux sociaux aussi, il faut en tenir compte parce que c'est aussi une source de formation de l'opinion. 900 soldats à Bamako en ces temps-ci serait incompréhensible, mais à la lumière... s'il te plaît, à la lumière de ce qui vient d'être expliqué ici, je pense que la Côte d'Ivoire a de bonnes raisons d'envoyer donc ces soldats au Mali.
Mais en même temps, il faut encore une fois communiquer là-dessus, expliquer ça à nos concitoyens, parce qu'au moins dans les missions onusiennes, il y a au moins trois éléments qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que au moins le consentement des parties qui sont en conflit, et l'impartialité du casque bleu, et puis la limitation de l'usage de la force. Quoique ces éléments aient évolué avec le temps dans les missions de l'ONU. Donc, encore une fois, 900 soldats, dans une situation où votre reportage concluait tout à l'heure sur un théâtre complexe et clivant, effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui au Mali une certaine propagande qui sème la haine contre les Ivoiriens. Et c'est dans une telle atmosphère qu'on envoie 900 militaires. Je pense que le chef d'état-major a donné de bons conseils d'ailleurs, et que ces soldats doivent être de bons ambassadeurs, surtout dans le contexte actuel. D'accord. Moi aussi, je voudrais que nos éléments vraiment soient à la hauteur de cette tâche-là. Arthur, pas plus d'une phrase. Ouais, c'est pas 900 soldats supplémentaires. C'est de la relève. Rotation. C'est une rotation. C'est-à-dire on a 600. Déjà, il devait être remplacé depuis longtemps déjà. Il y a 250. Vous l'avez exprimé tout à l'heure. C'est pas 900 soldats supplémentaires. Et bien sûr, les conditions d'engagement sont difficiles, non seulement pour le contexte, mais même par l'appui-feu qu'on n'a plus aujourd'hui avec le départ de Barkhane. Arthur Banga, je suis bien obligé de vous interrompre parce que nous devons passer au carton de la semaine très rapidement, juste après ceci. Allez, messieurs, pour les cartons de la semaine, beaucoup de sujets sur la table. Les salaires des fonctionnaires qui semblent avoir augmenté, qui ont augmenté. La réforme de la FIF, les éléphants basketteurs qui ont fait carton plein pour les éliminatoires en route pour le mondial. Maître Meïté, quel carton vous attribuerez? Faut vous contenter d'un seul carton, hein? Non, moi j'ai 3 cartons à utiliser. Allez-y, rapidement. Pas forcément dans les... Oui, bien sûr, allez-y. Alors, carton rouge à tous ces activistes politiques. Brandissez les cartons, s'il vous plaît. Carton rouge à tous ces partis politiques. Ces activistes des droits de l'homme qui veulent instrumentaliser la crise éphémère existante entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour se donner effectivement un spectacle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les journaux. Carton rouge également à tous ceux vivant en Côte d'Ivoire qui entendent tirer avantage de quelque manière que ce soit de cette crise au détriment des droits de nos citoyens et de la belle politique du président de la République. Carton jaune au PPACI pour son intervention récente suite à l'interpellation de Pulchéric Balé, alors mais surtout qu'ils n'ont pas toutes les informations parce que loin du dossier. D'accord. Carton vert au gouvernement pour cette belle diplomatie qui est mise en œuvre à l'effet de libérer nos concitoyens détenus au Mali. Carton vert à Monsieur le ministre de la Salubrité pour ses efforts en faveur effectivement d'une société ivoirienne insalubre et surtout pour sa nouvelle politique de leadership. Ivoirienne salubre, vous voulez dire. Ça devient... Salubre. D'accord. Et surtout pour son leadership dans le Ourodougou. Très bien. Vous avez épuisé votre quota de cartons. Alafé Wakili, rapidement. Bon, moi, je voudrais donner un carton vert pour cette initiative de relève et qui encourage, qui renforce le dialogue en cours en vue d'une libération dans les délais rapides de nos 49 militaires au Mali. Donc, c'est une excellente initiative que cela ait repris et il faudra féliciter tous ceux qui ont contribué à ce que cela se réalise. Je profite aussi pour saluer l'audience qui a été accordée à Boga Sako par le ministre d'État, ministre de la Défense, dont je donne un carton vert pour ça. Et je souhaite que sa démarche inspire d'autres activistes, d'autres acteurs des droits de l'homme. Maître Éric Boabi-Sémian a dit qu'il souhaite une plus grande information. Je ne sais pas si le chef d'état-major, le ministre d'État, ministre de la Défense doit organiser une rencontre à l'attention de tous les acteurs de la société civile ou bien si c'est eux qui doivent faire la demande. Mais à la suite de l'audience qui a été accordée à Maître Boga Sako, à laquelle j'ai attribué un carton vert, je souhaite que ce genre d'initiative se renouvelle pour passer l'information à tout le monde. D'accord. Augustin ? Ah, il est rouge, votre premier carton. Comme votre cravate, dites-nous. Il a attribué à qui le carton rouge? Pas moi, quand même. Au procureur.
Oui, parce que j'estime qu'il aurait pu régler cette affaire autrement S'il vous plaît. que par un emprisonnement direct. D'accord. Je pense qu'il a les moyens de le régler autrement. Bon. Carton vert aux défenseurs des droits de l'homme qui n'abandonnent pas leurs camarades qui sont en difficulté. Bon. Carton jaune, non, je ne l'utilise pas. D'accord, très bien. Sylvain, Guédé de Bailly, dites-nous, quels sont vos cartons, s'il vous plaît, Maître Meïté? Je voudrais tout simplement attribuer ce carton vert là aux organisations des droits de l'homme, en tout cas qui luttent malgré tout pour un mieux-être, malgré la tendance à vouloir les réduire au silence. Il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire des choses aussi vraies, aussi justes et avec une certaine dose de courage. En tout cas, carton vert à toutes ces organisations. D'accord. Voilà. Arthur? Essentiellement des cartons verts. Le premier carton vert que je brandis, c'est pour le président de la Fédération ivoirienne de football, qui a commencé à lancer ses réformes. On a vu, augmentation des subventions, salaire minimum pour les joueurs de première et de deuxième division, prime de transport pour les joueurs de troisième division, passer la subvention du football féminin de 2,5 à 10 millions. Donc on est vraiment dans la tenir ses promesses. Mon deuxième carton vert, il va à l'endroit de la classe politique d'Aboisseau, qui a su, en dépit des différences, su faire corps lors du deuil du maire. Et on a vu une bonne unité. En Afrique, les deuils sont quelque chose qui rassemble. C'est très intéressant pour cette ville. Mon troisième carton va partir vers une petite manifestation sportive qui anime actuellement les réseaux sociaux, la CAM Tchintchen, parce que je n'y croyais pas. Je ne suis pas encore allé, mais pour ce que je vois, je félicite l'initiateur et toute organisation, tout possible qui se passe. D'accord. Donc bravo à eux. Merci beaucoup. Un carton vert à vous, messieurs, chers invités. Merci d'être venus faire le débat. Ce carton a une double valeur dans la mesure où nous invitons beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui se prononcent sur les réseaux sociaux. Mais quand on les invite, quand on les approche, ils ne viennent pas faire le débat. Vous acceptez de venir, carton vert à vous. Et rappelez que cette émission est ouverte à tous. Merci de l'avoir suivi. Dimanche prochain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Moi, je serai très heureux de vous retrouver dans la deuxième moitié du mois de septembre. Merci beaucoup à vous et excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.